On peut démarrer cette soirée. Bonsoir tout le monde et merci d'être présents. Je veux d'emblée rassurer les gens qui n'auraient pas pu se connecter dans vos connaissances parce que ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera disponible dès demain sur la plateforme de la SSPF, donc pas de souci. Voilà, donc vous savez que ce webinaire était planifié. On attendait un peu ce qu'allait donner le webinaire de la VIC le 6 septembre et on a décidé de vraiment refaire un webinaire complémentaire pour vous expliquer plus les aspects pratiques, vraiment entrer dans la pratique pour vous aider au maximum. On a la chance ce soir d'avoir aussi deux pharmaciens qui vaccinent déjà, François Monin et Arnaud Mailleux, que je remercie vraiment pour leur témoignage. Donc, je pense que l'intérêt d'avoir des gens qui sont déjà sur le terrain et qui vaccinent, c'est vraiment de démystifier un peu les choses et de voir comment eux se débrouillent dans la pratique. Donc, merci vraiment de l'avoir fait. Donc, je vous ai dit, la formation est enregistrée. Vous allez recevoir le lien. On va vraiment mettre le focus sur les aspects pratiques. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de la SSPF parce qu'il y a un onglet spécifique vaccination Covid maintenant où on met toutes les informations, y compris le lien vers le dernier webinaire de la VIC. Il y a aussi le site jemevaccine.be et bien entendu sur le site de l'APB, que vous soyez pharmacien membre ou pas membre, le site de l'APB sur la page publique est actif et dans le lien Info Corona Vaccination, vous trouverez également toutes les informations. Alors, vous êtes en sourdine et c'est bien de le rester. Donc, personne ne pourra poser des questions en direct de manière orale, mais je vous invite, et je suis là pour ça aussi, je vais collecter toutes vos questions. J'essaierai d'en faire la synthèse à la fin du webinaire et Charline et les pharmaciens présents pourront y répondre. Donc, si jamais vous avez une question spécifique que vous voyez qui n'est pas traitée, on vous invite à l'envoyer à votre union professionnelle locale. La SSPF est un institut de formation, donc on aborde vraiment les aspects pratiques, vaccination et scientifiques. Toutes les questions politiques, comme la hauteur de la rémunération, enfin voilà, comment on fonctionne, pourquoi est-ce qu'on a accepté des centres de vaccination, etc. Ça, il faut les poser à vos représentants professionnels. C'est vraiment à eux que ce type de questions doit être adressé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on en fera la synthèse et je cède directement la parole à Charline Lénars qui nous fait le privilège de commenter cette soirée. Merci. Merci beaucoup Alain. Bonsoir à tous. Je vais tâcher de, comme dit Alain, de démystifier un petit peu l'acte de vaccination en officine et de faire en sorte que la situation soit un petit peu plus claire pour vous, en tout cas pour tous ceux qui veulent vacciner et ceux qui vaccinent déjà et qui veulent un petit complément d'information sur la nouvelle campagne de vaccination qui va démarrer, qui a démarré aujourd'hui. Alors, passer en revue un petit peu le contenu de cette présentation. Je vais d'abord vous présenter donc, le projet de la vaccination en officine, les premiers chiffres qu'on a et les premiers retours d'expérience du projet pilote qui a eu lieu depuis le mois de mai 2022, la nouvelle campagne de vaccination pour cet automne 2022, également les processus pour s'inscrire en tant que pharmacie vaccinatrice, quelles sont les modalités et les exigences requises pour pouvoir vacciner dans son officine, la logistique de commande et les livraisons des vaccins. Ensuite, la présentation des SOP, donc des documents officiels de procédure de fabrication et de préparation des vaccins, ainsi que les conditions de stockage des différents vaccins que vous allez devoir manipuler à l'officine. La délivrance des vaccins, préparée aux médecins et infirmiers les bonnes pratiques pour tout l'aspect qu'on appelle entre nous l'aspect takeaway, donc c'est-à-dire que le médecin et les médecins et les infirmiers viennent chercher les vaccins au comptoir. Ensuite, la communication, comment favoriser une bonne communication autour du fait que vous vaccinez, le financement et la tarification et les perspectives pour le futur. Et enfin, on aura la chance de pouvoir entendre les témoignages de 2 pharmaciens vaccinateurs. Voilà, donc tout de suite, une première dia avec l'approche de ce projet global.
Donc, la première phase, elle a eu lieu au mois de mai 2022, le 2 mai. On a lancé la phase pilote du projet avec 26 pharmacies qu'on appelle takeaway, donc c'est-à-dire des pharmacies qui préparaient déjà des vaccins pour les médecins qui ont accepté de participer à ce projet pilote et d'être les premières à vacciner en Wallonie en tout cas. À partir du 15 juin, quand on a vu que le projet pilote se passait très, très bien, on a pu étendre à 8 nouvelles officines qui viennent s'ajouter aux 26. Et ensuite, à partir du 1er juillet, on est passé dans ce qu'on appelle une phase standard. Donc, on a réduit un peu le mode pilote et expérimentation et on a permis à plusieurs officines de s'inscrire en tant que pharmacie takeaway, donc c'est-à-dire pharmacie qui prépare les vaccins et du coup qui avaient l'occasion de pratiquer la vaccination dans l'officine. Mais ça, c'était toujours réservé à ces fameuses pharmacies qui préparaient déjà les vaccins. À partir du 1er août, on a pu ajouter 25 autres pharmacies qui, elles, n'étaient pas dans les pharmacies takeaway. Donc, on a pu ouvrir à d'autres pharmacies volontaires. Et le projet s'est peu à peu étendu jusqu'à ce qu'on atteigne à peu près 130, voire même 140 officines ici début septembre. Et ce qui nous a permis d'être vraiment reconnus et être un acteur sensible dans la campagne de vaccination ici en 2022. Et ce 12 septembre, donc aujourd'hui, a eu lieu le lancement de la campagne de vaccination booster par le gouvernement wallon. Donc, on planifie de favoriser une injection supplémentaire booster pour se protéger activement contre le Covid-19 dans ces périodes d'automne-hiver. Alors, cette campagne de vaccination booster, elle a lieu en centre de vaccination, mais aussi avec le soutien de la première ligne, c'est-à-dire les officines, donc vous, et les cabinets médicaux. Alors, pour ce qui est des chiffres, ce sont des chiffres qui ont été présentés par la VIC, donc la semaine passée, lors du séminaire qu'ils ont présenté. Ce sont les derniers chiffres qu'ils ont obtenus, donc c'est toujours évidemment rétroactif sur la période d'il y a 2 semaines, donc sur la dernière semaine d'août. On voit ici que sur une semaine de temps, il y a eu plus de 4000 vaccinations au total, et que sur ces 4500 vaccinations, il y en a eu 690 en officine, ce qui représente 15% des vaccinations au total en officine. Alors, ces 15%, ils sont tout à fait similaires par rapport au centre de vaccination et au pourcentage de vaccination qui a lieu chez les médecins généralistes. Alors, où passe le reste des vaccinations? Eh bien, ça se fait surtout dans les maisons de repos et de soins et dans les institutions de soins. Donc, ces 15%, on les retrouve aussi chez les médecins généralistes et en centre de vaccination. Donc, la vaccination en officine commence vraiment à être quelque chose d'indispensable et qui est reconnu au sein de la première ligne. On a aussi pu remarquer que c'était principalement les doses 4 qui étaient administrées en pharmacie. Donc, cela concerne 83% des vaccinations qui sont faites à l'officine. C'est surtout pour une dose booster qu'on se dirige vers son pharmacien pour recevoir une vaccination. Alors, si on regarde par région, au 2 septembre, le nombre de pharmacies vaccinatrices, on voit qu'à Bruxelles, il y en a aussi de plus en plus qui commencent à vacciner. Et en Wallonie, on a vraiment commencé à étendre de manière très active le projet à d'autres officines. Et pour l'instant, on continue en tout cas à ajouter des officines chaque semaine dans le processus de vaccination à l'officine. Donc, j'espère que tout le monde aura l'occasion de pouvoir vacciner comme il le souhaite. Et on voit aussi, évidemment, que le nombre de patients vaccinés augmente. Même chose ici, on voit l'effet cumulatif de la vaccination à l'officine. Une fois qu'on a commencé en Wallonie à vacciner, on a vraiment vu une augmentation très forte du nombre de vaccinations. Et ça, c'est grâce à l'implication des pharmaciens dès le début du projet pilote. Alors, on a pu, pendant ce projet pilote, faire une petite enquête auprès des pharmaciens qui vaccinaient, où on a regardé en fait le temps que durait chaque étape pour voir si, oui ou non, on perdait trop de temps à commencer ce type de projet en officine. Est-ce que c'était vraiment rentable? Est-ce que c'était vraiment intéressant de le faire pour les patients, aussi bien que pour le pharmacien?
Et lors de ce questionnaire, on a pu évaluer donc le temps estimé pour chaque étape et on arrive à un temps moyen global estimé par patient de 22 à 23 minutes. Donc, c'est à peu près voilà, les plages horaires qui étaient prévues pour chaque patient. Donc, on avait prévu à peu près un quart d'heure, 20 minutes. On dépasse un petit peu, évidemment. On était dans un projet pilote, quelque chose de nouveau qu'on met en place. Ça doit encore être optimisé et je suis certaine qu'il y a des étapes qui peuvent être simplifiées, qui vont permettre justement de raccourcir ce temps estimé par patient. Alors, on avait fait une petite enquête de satisfaction et on voit vraiment que voilà, la vaccination à l'officine, elle a du succès. La plupart des confrères ont recommandé cette vaccination. On arrive à 8,12 sur 10 et ils sont à peu près tous très contents de ce nouveau service qu'on offre aux patients, pardon, puisqu'on arrive à une note de 8,4 sur 10 pour la satisfaction de ce nouveau service. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec la proposition de la stratégie par le gouvernement wallon pour la nouvelle campagne de vaccination ici en automne. Cette réussite de campagne, elle va s'axer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la réouverture de 21 centres de vaccination en Wallonie, mais aussi et surtout la disponibilité d'un nouveau vaccin adapté, le vaccin Pfizer bivalent, qui est adapté aussi bien à la souche originale de Covid, mais aussi au variant BA1 du Covid Omicron. Donc, on est dans un vaccin, ce qu'on appelle bivalent, qui est dirigé contre 2 souches, la souche originale et la souche BA1 du variant Omicron. Donc, on a bien 2 souches dans le nouveau vaccin, qu'on appelle entre nous le vaccin adapté. Et alors, le troisième pilier pour la réussite de cette campagne de vaccination automnale, c'est le soutien de la première ligne, et ce, dès le début, ce qui est différent par rapport à la Flandre, hein, où on va ouvrir l'accès à la première ligne, mais seulement sur la fin de la campagne de vaccination. Ici, en Wallonie, on espère et on pousse au soutien de la première ligne dès le début de cette campagne de vaccination, donc en parallèle des centres de vaccination. C'est pour ça qu'il est très important que vous soyez bien au courant de l'utilité de cette revaccination, hein, ou si on peut parler de revaccination ou de vaccination booster. C'est important que vous, en tant qu'acteur de soins de première ligne, vous soyez là pour informer le patient et pour sensibiliser le patient. Pourquoi est-ce que c'est utile de se faire vacciner? Pourquoi maintenant et pas plus tard? Pourquoi avec un vaccin adapté? Tout ça, ce sont des réponses que vous devez pouvoir fournir à vos patients s'ils viennent vous poser des questions à l'officine. Et vous avez un rôle clé à jouer dans la réussite de la campagne de vaccination ici en automne. Donc, ce n'est pas seulement vacciner à l'officine, c'est aussi informer et sensibiliser vos patients lorsqu'ils viennent au comptoir vous poser des questions. Alors, je ne vais pas passer en revue les effets et les bénéfices de ce deuxième booster. Je vous invite à aller regarder de nouveau la présentation du professeur Jean-Michel Donnier qui avait très bien expliqué ça la semaine passée au niveau scientifique. Hein. Et c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder. Je vais juste passer en revue les conditions d'accès à ce booster automnal. Donc, qui est-ce qu'on va vacciner ? Eh bien, les personnes qui sont visées ici au niveau de la campagne de vaccination, ce sont les personnes de 65 ans et plus, le personnel des soins de santé, donc c'est vous aussi en tant que pharmacien, les femmes enceintes, privilégiées absolument dans la sensibilisation au comptoir. On sait tous qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites contre la vaccination chez la femme enceinte au début et on a eu beaucoup de mal du coup à les revoir de nouveau dans la vaccination au tout début de la campagne de vaccination. Donc voilà, c'est vraiment à vous au comptoir à sensibiliser ces femmes enceintes pour qu'elles se fassent vacciner aussi bien contre la grippe que contre le Covid-19. Et alors, les personnes qu'on va cibler aussi également à partir de ce 12 septembre, ce sont les personnes de 18 ans et plus qui sont immunodéprimées et ou qui présentent des comorbidités. Donc, ce sont les fameux groupes à risque. Alors, une fois que toutes ces personnes seront vaccinées, donc ça va être absorbé aussi bien au niveau des centres de vaccination que au comptoir, en officine et chez le médecin généraliste.
on aura une deuxième vague d'invitations qui va partir à partir du 1er octobre 2022. Ce sera pour les personnes de 50 ans et plus. Et ensuite viendra la phase de vaccination pour les personnes de 18 ans et plus qui ne présentent aucune comorbidité. Et là, par contre, il n'y a aucune invitation. Donc, ça se fait sur base volontaire. Et on vous invite à de nouveau vous inscrire sur QVAX. Je ne sais pas si vous vous rappelez de QVAX au tout début de la première campagne de vaccination, où c'était possibilité en fait de s'inscrire sur une liste d'attente pour être de nouveau convoqué et avoir un rendez-vous en centre de vaccination. Maintenant, évidemment, si on s'inscrit à l'officine, on n'a pas besoin de passer par QVAX. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la vaccination concomitante de grippe et Covid-19 est tout à fait possible et il est même recommandé de ne pas attendre de postposer l'une ou l'autre vaccination parce qu'on reçoit l'un ou l'autre vaccin. Donc, exemple, j'ai un patient qui, pour l'instant, ne peut pas se faire vacciner contre le Covid parce que, voilà, il a attrapé un rhume, il a une gastro ou une autre infection qui fait qu'il doit postposer de 15 jours sa vaccination. Mais dans 15 jours, il doit justement aussi recevoir sa vaccination contre la grippe. C'est tout à fait possible de pratiquer ce qu'on appelle une co-administration, une vaccination concomitante du Covid-19 et de la grippe. Donc, on peut faire le Covid-19 dans le bras gauche et la grippe dans le bras droit. C'est tout à fait possible et ce n'est pas du tout une raison pour laquelle il faut postposer le vaccin de la grippe ou le vaccin du Covid-19. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi en tout cas conseiller au comptoir. Alors, le schéma vaccinal qui a été établi sur base des conseils des médecins de l'AVIC, c'est celui-ci. C'est un schéma vaccinal que vous pouvez retrouver sur le site de l'APB. On voit ici que c'est l'explication vraiment pour la primo-vaccination, de la première dose et du délai qu'on doit attendre par rapport à la deuxième dose, et aussi du délai conseillé pour la troisième dose ou le premier booster. Pour les patients immunodéprimés, ceci est recommandé, c'est que la vaccination de base, le schéma de base est composé, lui, de 4 doses chez le patient immunodéprimé par rapport au patient qui, lui, n'a aucune comorbidité. Là, on favorise un schéma de base de 3 doses. Ce qu'il faut retenir en général, c'est ce que le docteur Perrin nous a recommandé, donc le docteur Perrin, médecin qui travaille pour la vaccination à l'AVIC, c'est qu'il faut attendre minimum 3 mois après la dernière dose, mais idéalement attendre 6 mois après la dernière dose qui a été reçue par vos patients. C'est aussi une chose qui a été répétée lors du séminaire de l'AVIC la semaine passée. Alors, ils ont aussi également présenté cette DIA qui est très explicite et qui démontre vraiment bien le délai idéal de 6 mois, donc minimum 3 mois, mais idéalement 6 mois depuis la dernière dose. Et ce qui est vraiment important à retenir ici, c'est qu'on ne peut pas utiliser les nouveaux vaccins, donc les vaccins adaptés qui contiennent le variant BA1, on ne peut pas l'utiliser en primo-vaccination. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ce nouveau vaccin pour la dose 1 ni pour la dose 2. Par contre, on va favoriser la vaccination booster avec ce nouveau vaccin adapté. Et surtout, si vous êtes à court de vaccins adaptés et que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez le choix de vacciner des personnes qui ne sont pas vraiment à risque avec des vaccins normaux, faites-le parce qu'il faut privilégier l'utilisation des vaccins adaptés chez les groupes à risque, donc c'est-à-dire chez les patients qui vont recevoir une invitation et qui sont vraiment ciblés par cette campagne automnale. Si et seulement si vous avez un problème de stock dans votre officine. Généralement, normalement, on a prévu assez de vaccins adaptés, disponibles, et donc vous normalement ne devrez pas choisir. Mais si jamais la situation se présente, il faut vraiment favoriser l'utilisation de ces vaccins adaptés pour les groupes à risque. Alors, qui sont les personnes qui sont légalement qualifiées pour vacciner? Celles qui sont légalement qualifiées et qui peuvent également prescrire, c'est le médecin et le pharmacien.
Pour préparer et administrer de manière autonome le médecin et le pharmacien, c'est-à-dire que le pharmacien peut décider qui il va vacciner et pour qui il va préparer des doses. Mais pour le pharmacien, il y a cette petite subtilité que cela ne concerne que les vaccins Covid-19, pas d'autres vaccins concernés par cette campagne de vaccination, et également seulement au sein de son officine. Donc, le pharmacien ne peut vacciner et ne peut préparer des vaccins qu'au sein de son officine. Et si et seulement si, évidemment, il a suivi la formation qui a été requise. Alors, par acte délégué, peuvent préparer et administrer les infirmières et les sages-femmes diplômées avant le 1er octobre 2018. Mais cette délégation ne peut se faire que sur responsabilité et ordre du médecin. Donc, un pharmacien ne peut pas déléguer son acte de vaccination. Ça, c'est ce qui a été légalement prévu, donc sur base des arrêtés royaux qui ont été écrits ici en début d'année, au mois de mars 2022. Ce qui nous amène aux conditions d'inscription pour être une pharmacie qui vaccine, une pharmacie vaccinatrice. Les conditions, je les résume encore une fois, c'est d'avoir terminé la formation SSPF, donc aussi bien la formation vaccination, qui implique plusieurs ateliers et plusieurs e-learning, ainsi que des séminaires et des présentations faites par des médecins, et également un atelier de réanimation. Donc ça, ce sont vraiment les conditions sine qua non pour pouvoir avoir accès à la vaccination dans son officine. Deuxième chose, il faut veiller à ce que le personnel soit suffisant. Évidemment, si vous commencez à pratiquer la vaccination, il faut qu'il y ait au moins une deuxième personne qui est là pour continuer à pouvoir pratiquer donc la pratique officinale et être au comptoir pour conseiller les patients et délivrer les médicaments. Il faut aussi que votre officine permette de pratiquer cette vaccination et donc d'avoir un petit coin où l'intimité est assez élevée et où on peut se mettre à l'écart et également pouvoir faire attendre la personne pendant 15 minutes dans son officine sans trop encombrer les autres patients qui viennent chercher des médicaments. Et alors, une dernière condition, il faut accepter d'être pharmacie satellite, pharmacie takeaway, c'est-à-dire qu'il faut accepter de pouvoir préparer des doses qui vont être destinées à l'usage des médecins et des infirmiers. Alors, si vous présentez ces 4 conditions, vous pouvez vous inscrire sur le listing APB qui est disponible sur myapb.be, mais le lien a été aussi plusieurs fois publié dans les APB News. Et une fois que vous êtes inscrit sur ce fameux listing APB, la VIC, normalement, va vous retéléphoner pour savoir si vous êtes toujours intéressé et si vous remplissez bien les conditions, si vous êtes disponible à la date prévue. Et une fois ce coup de téléphone reçu de la VIC, vous allez pouvoir commencer à vacciner quand la VIC vous enverra toutes les informations nécessaires et les informations qui permettent en fait de commander les vaccins. Alors, il y a toujours un petit laps de temps entre ce coup de téléphone et le go officiel de la VIC. Pourquoi? Parce que pour l'instant, la VIC doit encore passer par le fédéral pour savoir si oui ou non on peut rajouter telle ou telle officine. Mais jusqu'à présent, l'ajout des officines se fait de plus en plus rapidement parce que la VIC a augmenté son personnel et a permis de mettre à disposition des personnes supplémentaires qui vont permettre d'augmenter le nombre de pharmacies. Je pense qu'on devrait très, très vite arriver aux 200 pharmacies d'ici la fin septembre. Donc, être une pharmacie vaccinatrice, ce n'est pas seulement vacciner dans son officine, ça implique énormément de responsabilités. Et je vais vous montrer ici quels sont le processus général qu'implique le fait de pouvoir vacciner dans son officine. La première chose à faire, c'est de commander les vaccins et le matériel nécessaire. Il y a toute la partie livraison et stockage qui implique aussi beaucoup de mise en œuvre et de responsabilité. La préparation des vaccins, le registre de préparation qui doit être tenu à jour et rempli correctement, la gestion des stocks et des températures, le traitement des non-conformités,
La partie, alors là, vraiment vaccination, donc l'acte vaccinal du patient et de la patiente, et enfin la partie encodage de la vaccination. Alors, tout ça est repris dans la présentation. Donc, on va commencer par la partie commande et matériel. Cette commande de vaccins et de matériel se fait toujours auprès de l'AVIC. Donc, l'AVIC va vous envoyer un lien vers un formulaire, une sorte de Google Form, en fait, un formulaire en ligne, qui va vous permettre de commander vos vaccins. Et j'ai repris ici la slide qui a été montrée la semaine passée par Ludovic Sablon. Ce qui se passe pour l'instant, c'est cette partie supérieure, donc le stock fédéral des vaccins qui est stocké à moins 80 est amené vers les hubs hospitaliers. Donc, les hubs, ce sont des centres hospitaliers qui disposent de ces fameux frigos à moins 80, fameux congélateurs à moins 80, et qui vont permettre de dégeler les stocks fédéraux et de les répartir en conditionnement de boîtes de 10. Ces boîtes de 10, après, vont quitter le hub hospitalier et, via Medista, arriver dans votre officine. Donc, en fait, ce que vous allez recevoir, c'est une boîte de 10 qui contient 10 flacons de vaccins, qu'ils soient adaptés ou pas adaptés. Donc, vous allez avoir soit une boîte de 10 vaccins adaptés, soit une boîte de 10 vaccins d'origine. Et ces commandes se font via le process de l'AVIC, donc via un formulaire dont je vous parlais. Alors, la possibilité de se faire livrer par les grossistes répartiteurs est toujours en étude. Il y a beaucoup de freins, qu'ils soient politiques ou juridiques, qui ne sont pas encore solutionnés. Donc, on doit encore trouver des solutions pour arriver à ce que les grossistes puissent livrer, mais c'est vraiment une piste qu'on essaye de favoriser le plus possible avec la VIC et on travaille là-dessus depuis quelques mois maintenant, mais on espère qu'un jour, on y arrivera. Alors, pour la procédure de commande de flacons de vaccin en elle-même, tout ce qui est vaccin, donc flacons de vaccin, aiguilles et seringues, donc tout le petit matériel également, se commande une fois par semaine le vendredi avant midi pour une livraison le vendredi d'après. Si vous avez des questions par rapport à votre commande, si vous voulez l'adapter, etc., vous pouvez toujours écrire un mail à l'AVIC qui est à l'adresse mail ici présente, vaccin.covid@avic.be. Mais pour la commande en elle-même, il faut passer par le fameux formulaire dont je vous parlais. Et je vous ai mis ici une capture d'écran de ce formulaire. Donc, c'est un Google Form. Vous allez le recevoir par mail une fois que vous êtes accepté en tant que pharmacie vaccinatrice. Donc, personne ne peut avoir accès à ce formulaire s'il n'est pas accepté par l'AVIC. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher ce formulaire coûte que coûte. Si vous n'êtes pas accepté par l'AVIC en tant que pharmacie vaccinatrice, vous n'aurez pas accès à ce formulaire. Moi, j'y ai accès, j'ai mis mon adresse mail en mode test, mais voilà, je ne peux moi-même pas commander des vaccins. Vous voyez ici que pour remplir ce formulaire, c'est assez simple. Il faut mettre son adresse mail, son numéro APB, le nom de la pharmacie, le numéro de téléphone de contact et le nombre de flacons de souche mère, c'est-à-dire le vaccin d'origine, souche mère, et le nombre de vials ici pour le nouveau vaccin, donc le vaccin bivalent. Donc, vous avez la possibilité de commander par boîte de 10, le plus possible, aussi bien des vaccins d'origine que des nouveaux vaccins bivalents. Et donc, ce formulaire de commande a été mis à jour depuis vendredi passé. Vous pouvez également dire si vous avez besoin de matériel ou pas. Dans ce matériel, ce sont les seringues, les aiguilles et les cartes de vaccination qui sont comprises. Et c'est aussi simple que ça. Une fois que vous appuyez sur « Suivant », la commande part à l'AVIC et vous la recevez la semaine d'après. Dans une petite liste ici de tout le matériel dont vous devriez disposer à l'officine si vous voulez vacciner. Je ne vais pas passer en revue, mais vous aurez l'occasion, en revisionnant ce webinaire, de pouvoir contrôler le matériel qui est mis à votre disposition. Et il est également disponible dans les procédures qui se situent sur le site de l'APB. Alors, si on revient au processus général, donc on a vu le processus de commande de vaccins et de matériel. Tout ce qui concerne la livraison
eh bien, la livraison se fait encore et toujours pour l'instant par Medista, qui va livrer donc plus de presque 150 officines pour l'instant, plus les 21 centres de vaccination. Et le stockage et la réception, eh bien, ça se fait par vous, le pharmacien vaccinateur dans son officine. Donc, vous allez recevoir des flacons de vaccins par boîte de 10. Il faut pouvoir les réceptionner. Cette réception doit se faire par la personne qui est désignée responsable. Donc, idéalement, eh bien, le pharmacien vaccinateur, parce qu'il aura justement reçu la formation pour pouvoir vérifier les bonnes conditions de stockage et dans lesquelles arrivent les flacons. Donc, bien vérifier à la livraison les quantités, la température, voir si on est bien encore dans des conditions de température entre 2 et 8 degrés. Normalement, chaque boîte est accompagnée d'un ce qu'on appelle un petit enregistreur, un logger de température ici. Ça permet de contrôler qu'il y a bien une température qui est maintenue entre 2 et 8 degrés pour les vaccins qui arrivent à l'officine. Il s'agit aussi de bien contrôler le numéro de lot et d'enregistrer dans le registre des non-conformités s'il y a de la casse, s'il y a des flacons de vaccins qui ne sont pas conformes aux caractéristiques qui sont prévues. Alors, nous vous conseillons également d'étiqueter les plateaux que vous allez recevoir. Il faut savoir que la durée de conservation, elle est de 8 à 10 semaines entre 2 et 8 degrés et que ce que vous recevez à l'officine a été décongelé le jour même. Au pire, ça a été décongelé la veille, mais alors c'est bien écrit sur le bon de commande. Donc, la date de décongélation, ou date qui vaut pour la date de réception, est annotée absolument dans ce fameux registre, le registre qu'on appelle le registre de réception. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez compter 8 à 10 semaines entre 2 et 8 degrés pour la conservation. Alors, le souci à l'officine actuellement, c'est que nous allons avoir deux types de vaccins. Deux types de vaccins qui se ressemblent énormément puisque l'étiquette, elle est grise pour le nouveau vaccin adapté. On a un pot gris avec un capuchon gris et pour le vaccin adapté, un pot gris avec un capuchon gris. Il est juste écrit en tout petit dessus BA1 ou BA4, BA5. Booster only. Ça, c'est la seule différence. Donc, voilà, avec plusieurs collègues, on s'est dit pourquoi pas essayer de faire notre propre étiquetage en tant que pharmacien et de proposer une couleur. Alors, on vous a proposé de faire un nouvel étiquetage de la couleur bleu clair. Donc, cette couleur bleu clair va devenir en fait la couleur du vaccin adapté. Et donc, on vous conseille de mettre les boîtes du vaccin d'origine et du vaccin adapté sur des étages différents dans le frigo et d'étiqueter en bleu, donc de faire une nouvelle étiquette bleue, les nouveaux vaccins adaptés que vous allez recevoir. Mettre cette étiquette sur la boîte de 10, mais aussi également sur chaque flacon que vous allez recevoir. Ça va vous permettre vraiment d'éviter les erreurs. Voici toutes les informations qu'on vous conseille de mettre sur l'étiquette. Le numéro de registre, en fait, qui a été le registre de votre commande, donc le registre de réception, le numéro de lot et la date de péremption, donc les fameuses 10 semaines après la réception. Alors ça, c'est un exemple de registre IN ou registre réception qui est à remplir lorsque vous allez réceptionner votre commande. Vous pouvez remplir ici le numéro de la commande que vous avez reçue, la date de la commande, la quantité de flacons que vous avez commandé, la quantité qui a été reçue. Bon, dans l'exemple ici, par exemple, il y a un flacon qui est cassé, donc on avait commandé 10, mais on en a reçu que 9. Le numéro de lot, le nombre de vaccins auxquels ça correspond, et la date de péremption après la décongélation. Cette date est donc très importante parce que ça va vous permettre de suivre les dates de péremption de vos flacons que vous avez reçus. Alors, cette proposition de registre, je vous le dis, c'est une proposition. Vous pouvez l'adapter à votre officine, vous pouvez l'adapter à votre pratique au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Ça peut tout à fait être adapté en interne dans votre équipe. C'est vraiment un modèle de base sur lequel vous pouvez travailler.
Alors, la phase suivante, après la livraison et le contrôle des conditions de stockage, c'est la préparation des vaccins. Alors, cette partie, elle est déjà maîtrisée par les fameuses pharmacies takeaway, donc les 94 pharmaciens qui avaient accepté d'être pharmacies takeaway au départ. Ça implique plusieurs aspects, notamment le registre de préparation, la gestion des stocks et des températures et le traitement des non-conformités. On va les voir ensemble dans les dias qui suivent. Alors, pour la préparation, on vous conseille de démarrer 30 minutes avant le début de la première vaccination. Donc, quand vous allez ouvrir les plages de vaccination, comptez quand même 30 minutes avant pour avoir le temps de préparer vos vaccins, donc c'est-à-dire d'aller préparer vos seringues de vaccins. On vous conseille également de contrôler la température du frigo 2 fois par jour et d'enregistrer toute non-conformité dans un registre qui est prévu à cet effet, le registre des non-conformités. Pour les 2 prochaines heures qui suivent la vaccination, on vous conseille de travailler par bloc de 2 heures. Donc, déterminer le nombre de vaccins qui est nécessaire pour les 2 prochaines heures. Créer alors, pour ce faire, un numéro de production, c'est-à-dire un numéro de fabrication de seringues, et d'imprimer ou de faire à la main les étiquettes qui seront apposées sur chaque seringue. Sur chaque étiquette va apparaître toute une série de choses. Donc, on a notamment le numéro de lot du vaccin, on a mis en vert ici, le type de vaccin, donc BA1, c'est-à-dire adapté ou pas, donc le vaccin d'origine, la date et l'heure d'expiration du vaccin, c'est-à-dire 6 heures après avoir percé l'opercule du flacon. Donc ça, c'est vraiment très important d'aller noter tout ça sur l'étiquette et chaque étiquette doit être apposée sur chaque seringue. Comme vous voyez ici sur l'exemple, on a une étiquette sur chaque seringue. Expire à telle heure, pour telle date, c'est avec tel numéro de lot. Ça permet d'assurer la traçabilité des vaccins, de donner un numéro de production qui est relié au numéro de lot. Et c'est également un contrôle indispensable pour le vaccinateur parce que si ça tombe, ça va être vous le vaccinateur puisque vous allez vacciner au sein de votre officine. Mais comme vous acceptez aussi d'être pharmacie takeaway, ce ne sera peut-être pas seulement vous le vaccinateur, mais aussi un médecin ou un infirmier. Et lui doit pouvoir s'assurer que le vaccin est encore utilisable. On peut encore l'injecter puisqu'on a une fameuse période de 6 heures. Donc, c'est vraiment très, très court comme laps de temps à respecter pour pouvoir injecter le vaccin. Donc, cet étiquetage est vraiment fondamental. On vous conseille donc de noter l'heure au moment où vous sortez les flacons du réfrigérateur. À partir de ce moment-là, les 6 heures commencent à s'écouler. Donc, c'est toute une petite organisation à faire avant de commencer à sortir les vaccins du réfrigérateur. Préparez tout votre matériel à l'avance. Faites bien vos calculs de combien de vaccins j'ai besoin pour ma journée ou pour mes plages de vaccination qui sont prévues ou pour mes livraisons pour les médecins. Faites bien vos calculs à votre aise et seulement après, sortez les vaccins parce que à partir du moment où on sort le vaccin du réfrigérateur, le temps commence à compter. Alors, pour les procédures de préparation, donc les petites fiches techniques de préparation des vaccins, elles sont disponibles sur le site de l'APB dans la partie Info Corona, donc vaccination dans l'officine ouverte au public. Ce sont des pages qui sont accessibles à tous, que vous soyez membre ou pas de l'APB. Ces pages sont accessibles et on vous conseille de les imprimer et de les afficher dans l'espace de préparation de votre officine. Ça permet à toute l'équipe d'être au courant et de pouvoir préparer correctement ces seringues. Alors, la nouvelle fiche de préparation pour le nouveau vaccin adapté a été réalisée la semaine passée. Elle est déjà mise en ligne et donc vous pouvez vous en inspirer pour préparer vos vaccins. Vous avez vu, on vous conseille toujours de bien utiliser la couleur bleu clair pour étiqueter les flacons et aussi les seringues. Je vous ai de nouveau remis toutes les caractéristiques qui doivent apparaître sur cette fameuse étiquette bleu clair. Alors, un petit rappel des conditions de stockage et de la durée de conservation des différents vaccins, puisque à l'officine, on va surtout utiliser le Pfizer RTU, c'est pour Ready to Use, donc ça veut dire
qu'on ne doit plus le diluer, hein, pas comme avant. Avant, on devait encore diluer le vaccin, mais maintenant, on a vraiment un vaccin où il faut aller puiser dans le flacon et plus aller diluer ce flacon. Donc, ça facilite un petit peu la tâche pour aller reconstituer le vaccin et surtout pour prélever. Alors, on va avoir donc ce vaccin d'origine et également le vaccin adapté. Moderna, normalement, ça ne concerne que les centres de vaccination. On n'aura pas de Moderna à l'officine. Ces deux types de vaccins, c'est la même chose au niveau des durées de conservation des flacons. Ils peuvent tenir entre 2 et 8 degrés, ils peuvent tenir 10 semaines, comme je vous le disais précédemment. Et avant de percer, donc une fois qu'on le sort du frigo, à moins 25 degrés, ces flacons peuvent tenir 12 heures. Une durée qui est importante à retenir. On peut également les tenir 6 heures après qu'on ait percé l'opercule. Sous forme de seringue, c'est la même chose. Ils peuvent également tenir 6 heures à moins de 25 degrés. Le transport en seringue est tout à fait permis, mais il faut bien faire attention au choc, donc bien veiller à transporter ces seringues sans provoquer de choc lors de ce transport. Donc, mettre dans des petites boîtes qui sont prévues à cet effet ou dans des petits sachets isothermes qui sont rembourrés avec des ustensiles pour éviter les chocs. Une fois que vous allez fabriquer vos seringues, donc préparer vos seringues à l'officine, vous allez remplir toutes les données de préparation dans un registre des préparations, le registre hôte, qui est à remplir à chaque préparation de seringue. Le numéro doit comporter le numéro de registre incoming, donc c'est le fameux registre de préparation qu'on a vu précédemment. Il doit comporter la quantité de flacons que vous avez préparés. Ici, dans l'exemple, c'est 5. La date de préparation, l'heure, très important, puisque la validité, c'est 6 heures plus tard. La quantité de vaccin qui a été préparée, du coup, combien de seringues ont été préparées, et le numéro de batch. Donc, le numéro de batch, c'est le fameux numéro de production. Là, c'est un numéro que vous pouvez choisir, hein, un code que vous pouvez choisir au niveau de votre officine. Soit vous mettez un simple numéro, soit vous utilisez la date du jour avec un numéro qui va de 1 à 10, par exemple. L'heure de péremption, c'est très important aussi, puisqu'elle va se retrouver sur l'étiquette. Et enfin, si ce sont des seringues qui sont destinées à être livrées à un autre vaccinateur que vous, c'est bien d'indiquer le nom du médecin ou de l'infirmier qui est venu chercher les seringues. Parce que s'il y a un souci lié à cette production-là, vous pouvez facilement du coup retrouver le médecin qui a reçu ce lot, qui a reçu le lot défectueux ou les seringues défectueuses, et vous pouvez facilement le recontacter pour lui dire qu'il y a un souci. Donc, cette traçabilité, le fait de remplir ces registres est très, très important. C'est quelque chose qu'on vous conseille de faire vraiment au moment même où vous fabriquez les vaccins, et donc pas en fin de journée si c'est possible en tout cas. Ce contrôle qualité, il va être également contrôlé et repris dans les contrôles de la FNPS. Et la VIC va aussi procéder à des contrôles en officine. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va être vu et revu par les organismes de contrôle. Tout ça dans un souci de qualité et pouvoir aussi démontrer que, voilà, on a bien fait de faire confiance au pharmacien et qu'il fait bien son boulot. Alors après, tout ce côté, on va dire, plus qualité et tenue des registres et préparation des vaccins, on a l'acte vaccinal en tant que tel. Alors là, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas vous présenter la formation de vaccination parce que ça, je vous invite à vous inscrire à celle qui est organisée par la SSPF, qui est d'ailleurs de très bonne qualité. Mais juste vous faire un petit mot sur les petites étapes à faire avant de vacciner. Veillez bien à faire correctement l'anamnèse du patient et à contrôler son statut vaccinal. Alors, le statut vaccinal, donc, il fait partie de la première question ici dans l'anamnèse. Cette anamnèse, elle se retrouve de nouveau aussi sur le site de l'APB.
La première question, c'est: avez-vous déjà été vacciné contre le coronavirus? Si oui, alors il faut veiller à ce qu'il y ait minimum 3 mois depuis la dernière dose. Alors, le contrôle de ce statut vaccinal jusqu'à présent se faisait sur Vaccinet, mais dans les jours qui viennent, et ça c'est une nouveauté depuis ce matin, c'est qu'on va pouvoir contrôler le statut vaccinal dans Pharmaflux, donc c'est-à-dire dans le formulaire électronique que vous utilisez pour enregistrer la vaccination. Donc ça va permettre aussi de raccourcir le temps administratif qui est dédié à cette partie on va dire, d'encodage. On va vraiment pouvoir aller directement dans le soft de l'officine, contrôler le statut vaccinal du patient via quelques clics, et ça va permettre de raccourcir le temps et le fait de quitter le soft pour aller sur Vaccinet, contrôler le statut vaccinal. Donc voilà, on pousse vraiment les pharmaciens à utiliser ce formulaire électronique qui est très bien fait et qui va encore justement évoluer dans les prochains jours. Alors, dans l'anamnèse, on a aussi la fameuse question de savoir si la personne présente des symptômes qui font penser au Covid et s'il n'est pas malade. S'il est malade, il vaut mieux attendre 15 jours. Même chose pour le Covid. Si jamais vous avez prévu de faire vacciner 7 personnes aujourd'hui, mais qu'il y en a 2 qui vous téléphonent parce qu'ils sont malades, qui pensent qu'ils ont le Covid, il vaut mieux attendre aussi de nouveau 15 jours, faire un test et attendre 15 jours avant la prochaine vaccination. Donc, le fait d'avoir contracté le Covid n'est pas une raison pour postposer la vaccination, si ce n'est de 15 jours, donc pas de plusieurs mois. Pour la communication, donc ce qui concerne la communication du fait que vous vaccinez, la VIC a mis à disposition des affiches que vous pouvez imprimer et apposer aux fenêtres ou sur la porte de votre officine pour dire que vous pratiquez la vaccination dans votre officine. C'est cette affiche-ci. Vous pouvez également utiliser une plateforme de rendez-vous en ligne. Il en existe plusieurs. Il y a l'APB qui a mis à disposition pour ses membres gratuitement un module de prise de rendez-vous en ligne. Il y a aussi le module de rendez-vous Rosa d'Octena. Voilà, il en existe plusieurs sur le marché. Vous pouvez choisir lequel vous utilisez. Et ça permet aussi de faciliter les rendez-vous pour les patients et de diminuer, en tout cas en théorie, le nombre de coups de téléphone concernant la vaccination. Ça vous permet de simplifier un petit peu les procédures à suivre. Vous pouvez également communiquer à propos de vos horaires de vaccination et publier le lien du module de rendez-vous en ligne sur le site jemevaccine.be. Pour ça, on vous invite à envoyer un mail à l'adresse vaccin.covid@avic.be parce qu'eux vont pouvoir publier sur le site Je me vaccine toutes les informations de votre officine, c'est-à-dire les jours où vous vaccinez, les plages horaires où vous êtes disponible pour vacciner, et aussi le lien, donc le fameux module de rendez-vous en ligne. Donc, comme ça, le patient qui a envie de se faire vacciner en officine va sur le site jemevaccine.be, met son code postal, et en fonction de son code postal, plusieurs solutions lui sont proposées. Soit il peut se faire vacciner en centre de vaccination, soit il peut choisir une officine. S'il clique sur l'officine, il arrive directement sur les plages de rendez-vous qui sont prévues à cet effet, et également sur le lien sur lequel il peut cliquer pour s'enregistrer et prévoir un rendez-vous pour se faire vacciner. Donc, tout ça est assez bien organisé pour autant que vous remplissez correctement les horaires de vaccination et que vous les communiquez à cette adresse, parce qu'alors c'est la VIC qui va communiquer ça directement sur le site de Je me vaccine. Donc, cette adresse est une adresse vraiment à retenir, une adresse importante pour la campagne de vaccination automnale. Elle est, j'ai une petite mouchette qui m'ennuie depuis tantôt, elle est très importante à retenir. On vous invite aussi à vous inscrire en tant que pharmacie vaccinatrice sur le site pharmacie.be. Alors, les pharmacies qui pratiquent déjà le testing le savent qu'on peut, sur ce site, non seulement
rechercher les pharmacies qui sont en garde, mais aussi rechercher les pharmacies qui pratiquent le testing. Et bientôt, d'ici, je pense, demain ou après-demain, la possibilité de s'inscrire en tant que pharmacie vaccinatrice sera disponible. Donc, vous pouvez aller vous-même, en tant que pharmacien vaccinateur, aller vous inscrire. Donc, ce n'est pas à l'APB ou ni même à vos unions professionnelles à le faire, c'est vous, c'est votre responsabilité en tant que pharmacien vaccinateur d'aller vous-même vous inscrire sur pharmacie.be. Et donc, de pouvoir ainsi notifier à vos patients, mais aussi aux médecins qui travaillent en collaboration avec vous, que vous allez vacciner. Justement, concernant les médecins, on a aussi rédigé un courrier type que vous pouvez personnaliser qui peut être envoyé aux médecins des environs, c'est-à-dire aux médecins qui entourent votre officine, parce que eux, justement, c'est bien de les mettre au courant que vous allez pratiquer la vaccination dans votre officine. Si jamais il y a un problème, et même aussi pour une question d'esprit d'équipe et de bonne entente de collaboration, de dire que vous allez pratiquer la vaccination et qu'on peut tout à fait collaborer entre médecins et pharmaciens. C'est un conseil, ce n'est pas du tout une obligation, mais voilà, ce sont des outils qu'on a mis à votre disposition sur le site de l'APB. Vous pouvez aussi faire de la publicité sur votre site de votre officine, votre propre site Internet. Vous pouvez dire que vous vaccinez et mettre aussi à cet endroit-là voilà, les horaires de vaccination et le lien du module de prise de rendez-vous en ligne si jamais c'est le cas. Alors, j'ai fait quelques captures d'écran du module APB, mais ce n'est pas très net. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai pu obtenir. Ça, c'est les captures d'écran des plages horaires comme elles apparaissent en fonction des plages horaires pour les différentes fonctions, donc les différents services qu'on met à votre disposition. Donc, il y a plusieurs services pour lesquels on peut prendre rendez-vous, la vaccination, le schéma de médication et les tests rapides COVID. Et vous voyez ici que dans un horaire type d'une semaine, on a voilà, à 8h30 un rendez-vous pour un test rapide, à 9h c'est un rendez-vous pour une vaccination et le vendredi on a de nouveau à 9h30 un rendez-vous pour une vaccination. Donc c'est voilà, assez beaucoup plus facile aussi pour vous de vous organiser si vous avez un schéma visuel de votre semaine qui est établi avec des rendez-vous, que ce soit pour une vaccination ou pour un test rapide COVID. Donc ça, c'est disponible gratuitement pour les membres de l'APB. Alors après la partie vaccination et évidemment surveillance de l'état général du patient, il y a la partie encodage de cette vaccination. Alors, pour la vaccination, il faudra encoder 2 CNK différents. À partir du depuis le 1er septembre, les CNK ont changé et sur l'ordonnance vont apparaître 2 types de CNK. La première chose à faire, et ça concerne seulement les patients assurés, donc c'est-à-dire les patients qui ont une couverture sociale, donc couverte par les mutuelles. Il faut d'abord aller consulter le statut vaccinal, bientôt possible par Pharmaflux, vacciner, encoder le patient dans le soft de la pharmacie, donc c'est-à-dire aller mettre ces codes d'identification nationale, nom, prénom, numéro NIS, ouvrir le e-form. Alors, le e-form, c'est un formulaire électronique qui est disponible à partir de tous les softs officinaux. Donc, tous les softs officinaux ont mis à disposition un lien qui permet d'accéder depuis le soft le formulaire électronique. Et ce formulaire va permettre d'enregistrer la vaccination. Cette vaccination, elle se fait donc toujours au nom, prénom et numéro NIS du patient et avec un médecin fictif dont le numéro INAMI est repris ici, mais généralement, médecin fictif, je pense que presque chaque officine a une sorte de médecin fictif dans son soft. Et alors, les CNK encodés quand on vaccine, c'est-à-dire quand on a préparé le vaccin et qu'on a administré soi-même le vaccin en tant que pharmacien, ce sont les 2 codes suivants. Ces codes vous ont été communiqués via un APB News il y a 2 semaines de ça.
On les répète ici encore. Donc, c'est le 55-21-729 pour préparer le vaccin Covid. Et si vous avez effectué également l'administration du vaccin Covid dans votre officine, vous pouvez aussi tarifier à l'aide du CNK 55-21-711. Donc ça, c'est ce qui concerne la vaccination pour les patients assurés, je répète. Pour ce qui est de la partie takeaway, donc la partie takeaway, c'est quand on délivre des seringues préparées aux médecins et aux infirmiers, le processus est différent. Dans ce cas-ci, le pharmacien va définir à l'avance ses plages pour la préparation des vaccins. Ensuite, le médecin, en fonction des plages disponibles du pharmacien, va planifier la vaccination en fonction du jour de reprise de ces seringues, puisqu'il n'a que 6 heures pour injecter les doses à ses patients. Il appelle alors le pharmacien pour réserver ses doses et il va fournir au pharmacien le numéro NIS et le nom de la personne, nom et prénom de la personne. Le pharmacien prépare alors les doses pour le jour et l'heure définie. Il encode les CNK, le fameux CNK seringue préparé, dont on a déjà vu avant, quand les doses sont délivrées au médecin ou à l'infirmier dans le soft officinal. Et ça se fait avec une ordonnance ouverte au nom du patient. On regroupe alors les vaccins par nombre de seringues préparées dans une pochette isotherme, idéalement une pochette isotherme, puisque la température doit être maintenue à moins de 25 degrés. Mais bon, on avance dans l'été, normalement, les températures ne devraient plus excéder 25 degrés. Et il est ici très, très important d'assurer un étiquetage très clair sur la pochette, donc une étiquette qui reprend les informations suivantes. Les coordonnées de la pharmacie, les coordonnées du médecin qui vient chercher et qui a rédigé l'ordonnance pour venir chercher les seringues, le contenu, c'est-à-dire l'identité du vaccin, très important ici puisque vous allez avoir 2 types de vaccins à l'officine, des vaccins originaux et des vaccins adaptés, le nombre de vaccins que vous avez préparés, le numéro de production, ça c'est votre numéro dans le registre, le numéro de lot du vaccin et la date et l'heure de péremption, très important. Donc, les règles d'étiquetage, eh bien, elles sont valables pour les seringues sur chaque seringue, mais également sur cette fameuse pochette qui contient les seringues préparées pour le médecin. Une fois que vous délivrez les seringues au médecin, il y a un transfert de responsabilité qui se fait du pharmacien vers le médecin. C'est le médecin alors qui est responsable du transport des seringues dans une démarche qualité, c'est-à-dire dans des conditions qui vont permettre aux seringues d'être transportées dans des bonnes conditions de stockage, sans choc et avec un respect des températures de moins de 25 degrés. C'est le médecin qui réalise la vaccination et donc c'est à lui d'encoder lui-même dans Vaccinet, puisque eux, ils n'ont pas de formulaire électronique comme on a en soft officinal. C'est le médecin qui a réalisé la vaccination qui va encoder lui-même la vaccination reçue par le patient. Cette vaccination, elle se fait sur prescription donc nominative du patient qui va recevoir la seringue. Du coup, quand vous allez tarifier les préparations qui sont destinées aux médecins et aux infirmiers, vous devez recevoir absolument une ordonnance, soit une ordonnance groupée avec une liste de patients, soit une ordonnance par patient. Donc, soit vous recevez une fois une ordonnance au nom du médecin vaccinateur, qui est une ordonnance de groupe, avec la liste des patients et leur nom, prénom et numéro NIS, soit vous recevez à chaque fois une ordonnance par patient. Il y a alors dans ces cas-ci un seul CNK à encoder dans le soft officinal au nom et prénom du patient concerné, et c'est le fameux CNK de préparation, le 55-21-729. C'est le CNK qu'on avait déjà mis dans la partie vaccination, mais cette fois-ci, il est tout seul, on n'encode qu'un seul CNK, le 55-21-729. Alors, lors de la première délivrance, vous devez convenir avec le médecin de qui apporte le matériel de transport. Est-ce que c'est vous qui fournissez la pochette isotherme? Oui ou non? Est-ce que vous la louez? Est-ce que vous la vendez? Ça, c'est à vous voilà, vous arranger avec le médecin pour trouver un contenant qui évite les chocs aussi. C'est important de trouver un terrain d'entente là-dessus.
Et alors, on a également mis à votre disposition une fiche récapitulative qui est une sorte de document que le médecin signe lorsqu'il va réceptionner les seringues et qui permet de transférer la responsabilité du pharmacien vers le médecin lorsqu'il va recueillir, il va réceptionner ces seringues. En ce qui concerne les honoraires, pour les deux types de CNK, le CNK préparation de vaccins s'élève à 3,22 €. Ce sont des honoraires qui ont été décidés par l'INAMI, d'accord? Donc des honoraires qui sont fédéraux depuis le 1er septembre 2022. Et alors, l'honoraire qui est lié à l'administration du vaccin, il s'élève à 15,50 €. Donc, lorsque vous vaccinez vous-même en officine, vous obtenez un total de 18,72 €. Pour la préparation des médecins et des infirmiers, eh bien là, on ne va tarifier qu'un seul CNK au nom du patient. Une seringue préparée va vous rapporter 3,22 €. Tout ça ne concerne évidemment que les patients qui sont assurés. D'accord? Si je reviens en arrière, donc on parle vraiment ici des patients qui sont assurés, les patients qui sont non assurés pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que la situation peut évoluer en fonction des décisions politiques, mais pour l'instant, les non-assurés sont invités à se diriger vers les centres de vaccination. Donc, il n'est pas possible pour des personnes non assurées de se faire vacciner en officine. Alors, en ce qui concerne le futur, donc les perspectives au niveau des modalités pratiques, vous avez reçu normalement par mail une communication qui vous explique la stratégie pour la nouvelle campagne de vaccination. Et c'était accompagné d'un triptyque, donc un petit flyer, normalement aussi que vous allez recevoir en tant que pharmacie vaccinatrice. Vous allez recevoir des flyers à distribuer à vos patients qui rappellent l'utilité de la vaccination actuelle, donc l'utilité d'avoir un booster automnal, et également qui va vous donner quelques renseignements sur les effets secondaires. Il y a également une petite enquête, vous voyez ici que sur ce triptyque, un petit avis qui est noté, votre avis nous intéresse. Donc, c'est en fait une enquête, un questionnaire, une enquête patient qui se fait via un QR code et que le patient peut remplir pendant les 15 minutes de vaccination. Alors, on vous invite vraiment, vous en tant que pharmacien vaccinateur, à pousser vos patients à remplir cette enquête. Pourquoi? Parce que cette enquête va permettre de démontrer l'utilité de la vaccination en officine, que c'est bien complémentaire et que ça apporte une dimension supplémentaire dans les campagnes de vaccination. Donc, on n'est pas du tout en compétition par rapport au corps médical. C'est vraiment une pratique complémentaire. On va viser d'autres patients. On va vacciner des patients en plus, des patients souvent qui n'ont pas de médecin traitant et qui sont un peu, qui échappent en fait aux stratégies de vaccination et des grandes campagnes de vaccination parce que justement, c'est beaucoup plus facile de les aborder en officine. Donc, voilà, cette enquête patient, elle est vraiment importante et on vous invite vraiment à pousser vos patients à la remplir, surtout qu'ils attendent pendant 15 minutes. Généralement, ils ne sont pas contraires à remplir une petite enquête. Alors, ça, je vous en parlais un peu plus tôt, hein, il va y avoir dans les prochains jours une amélioration de la visibilité du schéma vaccinal. On va pouvoir connecter Vaccinet à Pharmaflux. Ça va pouvoir vraiment faciliter la prise en charge administrative de la vaccination. Et ça va pouvoir aussi aider à l'enregistrement et du nombre de vaccins qui sont délivrés en officine. En effet, Pharmaflux nous permet d'enregistrer le nombre de vaccinations en officine et donc de pouvoir montrer que cette vaccination est vraiment importante. Alors, au niveau de la collecte des déchets, ça, on n'en a pas parlé jusqu'à présent. C'est encore un volet qu'on doit traiter et où on essaie de trouver une solution pour la collecte des fûts jaunes que vous devez utiliser pour jeter vos déchets biologiques, donc, à savoir les seringues et les aiguilles doivent être éliminées dans ces fûts jaunes. Ça, vous le verrez dans les procédures les bonnes procédures de fabrication des seringues. Ces fûts, c'est très difficile de s'en débarrasser. On ne peut pas aller à la déchetterie communale les jeter parce que c'est interdit.
Voilà, donc on est en train de voir ici si on ne peut pas faire des collaborations avec les laboratoires d'analyse médicale. Cela nous permettrait en fait de pouvoir éliminer ces flux jaunes de manière légale. Mais tout ceci est encore en discussion et on vous tiendra évidemment au courant de comment est-ce que ces flux peuvent être évacués de manière tout à fait légale et qualitative. Et alors, je vais pouvoir passer la parole aux deux pharmaciens qui nous font le plaisir de pouvoir témoigner de leur expérience en tant que pharmacien vaccinateur. Ce sont deux pharmaciens qui sont dans le projet pilote depuis le tout début, qui faisaient partie des 26 premières pharmacies qui ont vacciné. Et je vais passer donc la parole à Monsieur François Monin, qui est pharmacien titulaire de son officine à Momigny et qui, lui, va vous parler de l'enregistrement via le e-form de PharmaFlux et une petite anamnèse personnelle qu'il a lui-même mis au point et voilà, de son expérience en tant que pharmacien vaccinateur. Donc voilà, Monsieur Monin, c'est à vous de pouvoir présenter votre projet. Oui, bonjour à tous. Merci d'abord à Charline pour l'exposé très, très, très clair. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à rajouter. On a juste deux petits trucs dans la pratique personnelle qu'on a depuis le début du mois de mai. C'est-à-dire que je conseille à tout le monde d'essayer de regrouper au maximum les rendez-vous pour ne pas perdre trop de temps dans les interruptions entre plusieurs rendez-vous. Et nous allons mis au point une petite anamnèse personnelle, c'est-à-dire, vous voyez, qui est affiché à l'écran, les petites questions que nous posons aux patients pour éviter les annulations, ce qui est super important dans l'organigramme que nous avons pour ne pas perdre trop de temps. Donc, nom et prénom du patient, numéro de GSM, ce qui est très clair pour les rappeler s'il y a un petit couac. Je fais une petite interruption en disant que nous prenons uniquement les rendez-vous par téléphone, parce que pour faire cette anamnèse, il faut avoir un contact avec le patient, et que cette anamnèse sera refaite juste avant la vaccination pour avoir une confirmation des problèmes éventuels. Avez-vous une réaction allergique lors des premières vaccinations Covid, ce qui fait qu'en cas de oui, c'est reporté directement chez le médecin. Combien de doses avez-vous déjà reçues? C'est assez clair pour vérifier les laps de temps entre les différentes vaccinations. Quand avez-vous reçu votre dernière dose? Avez-vous reçu une convocation, ce qui est assez important? Parfois, on me demande pourquoi je demande en plus l'avis médical du docteur. C'est dans certaines pathologies assez particulières. On préfère vraiment prendre encore une précaution chez des patients qui ont des problèmes thrombotiques et des choses comme ça. La précaution supplémentaire est là. On demande un avis supplémentaire au médecin traitant. Vous sentez-vous malade aujourd'hui? Avez-vous été testé positif il y a moins de 15 jours? Êtes-vous en quarantaine? Et la dernière question qui était conseillée, les ganglions sous vos aisselles ont été enlevés pour bien sûr savoir de quel côté nous devons vacciner. Je pense que, allez, depuis le 2 mai, nous avons commencé, nous avons fait à peu près une centaine, un peu plus de 100 vaccins. Il n'y a vraiment eu aucun problème au niveau de l'organisation, très, très, très peu d'annulations. Quelques refus au départ lors de cette anamnèse, avec principalement la première question, une réaction allergique lors de votre vaccination Covid. Donc là, on a aiguillé quelques patients vers leur médecin. Ou sinon, vraiment, c'est quelque chose qui est assez routinier à partir d'un certain moment et avec un retour des patients vraiment très, 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 très positif. Voilà ce que je peux ajouter. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions, etc. Très bien, merci beaucoup. Ben, je vais passer la parole au deuxième pharmacien qui vient également témoigner. C'est Monsieur Arnaud Mailleux, qui est pharmacien à GEMAP et qui lui aussi est présent dans le projet pilote depuis le début et lui qui a l'opportunité, je pense, de vacciner beaucoup de patients et donc de pouvoir optimiser le trajet du patient, essayer d'écourter le plus possible les tâches administratives. Oui, bonjour Charline. Oui, en effet, on a vacciné pas mal dans notre officine. On atteint environ les 1000 patients. On vient de passer le cap. On était à proximité du centre de vaccination de Mons qui ne nous rouvre pas. Donc voilà, les gens sont vraiment très contents d'avoir des pharmaciens qui vaccinent dans la région. Ton exposé était très complet, hein, donc voilà, donc j'ai pas de grand chose à rajouter. Si ce n'est au niveau de la conservation des viales, donc il faut bien faire attention. Tu as parlé en effet des 10 semaines au niveau de la décongélation, mais il faut aussi prendre en compte la date de péremption.
Et donc, par exemple, ici, aujourd'hui, on a reçu des vials qui périment fin octobre. Donc, on est bien avant le délai des 10 semaines. Et donc, il ne faut pas uniquement rajouter 10 semaines à la date de décongélation, il faut aussi toujours prendre en compte bien la date d'expiration. Donc ça, c'est important. Et sur les bons de livraison que nous recevons de Medista, on a toujours la bonne date, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. C'est écrit en rouge, ne pas utiliser avant telle date. Et c'est vraiment ça qui tient compte à la fois de la date d'expiration et à la fois de la décongélation. Ça, c'est une petite remarque. Un petit truc qu'on fait aussi pour les transports des seringues, on ne les met pas directement dans les pochettes isothermes parce qu'en fait, les pistons bougent et on a parfois des seringues qui se vident. Donc, en fait, moi, je les mets dans des BR, dans des bassins réniformes que je mets face à face. Et donc, les seringues, comme ça, sont vraiment calées là-dedans avec soit du papier ou on essaie vraiment de les caler. Et ensuite, on glisse les BR dans les pochettes isothermes. Ça, c'est un petit conseil que je peux donner pour le transport. Voilà, donc au niveau du parcours, en effet, c'est vraiment finalement pas si compliqué. Donc le patient rentre dans la pharmacie, on passe la carte d'identité. Moi, j'ai la chance dans mon programme SAPCO depuis le début d'avoir l'information vaccination directement dans mon soft. Donc, je passe pas par Vaccinette. Ça prend quelques secondes et on voit tout de suite l'historique du patient avec le nombre de doses qu'il a reçues, le type de vaccin et les dates. Donc ça nous permet tout de suite de voir si le patient est éligible à la vaccination ou pas et de voir de quelle dose il s'agit. On valide directement l'e-form. En fait, l'e-form, c'est très facile. Donc, vous cliquez sur le lien, vous avez 2 données à remplir, simplement le type de vaccin et le numéro de lot. Tout le reste est déjà pré-rempli. Coordonnées du patient, tout ça est déjà fait. Donc, il suffit de valider la vaccination et ça s'enregistre automatiquement. Et puis, le patient passe à l'arrière de l'officine pour la vaccination en elle-même. On fait l'anamnèse juste avant la vaccination. Et quand c'est terminé, on remet la petite carte comme au centre de vaccination. Donc oui, maintenant on parvient, je pense que je mets entre 10 et 15 minutes maintenant par patient pour le faire. Donc au fil du temps, en effet, au début c'était plutôt 20 minutes, et puis maintenant, voilà, j'arrive à faire environ 6 patients par heure. Voilà, je voudrais aussi souligner vraiment le fait que les gens sont super contents de faire ça dans les pharmacies, ils le disent tous vraiment, et voilà, ça témoigne vraiment de la qualité de ce qu'on fait. Et je pense qu'il faut vraiment utiliser ce levier pour vraiment montrer qu'on est vraiment des vrais acteurs de soins de première ligne. C'est vraiment une occasion qui se présente et il faut la saisir à deux mains pour moi. Voilà. Merci beaucoup, Arnaud. C'était tous des petits trucs, voilà, tant qu'on n'est pas dedans, on ne sait pas. Donc voilà, je vous remercie beaucoup tous les deux pour votre témoignage, c'est très précieux. Et alors, je vais juste faire un petit rappel, donc un petit résumé en fait de tout ce qui a été présenté ce soir. Donc, il y a vraiment la partie pharmacien au comptoir avec les différents checks qui doivent être faits. Donc, l'ordonnance nominative par vaccination, l'ordonnance de groupe et la liste des patients pour le service takeaway, l'encodage avec les 2 CNK si on vaccine, et si on offre le service takeaway, il n'y en a qu'un à encoder, qui est le CNK de préparation, et voilà, le transport, la première délivrance avec le médecin, où il faut vraiment essayer de se coordonner pour qu'il puisse ramener les pochettes isothermes. Je sais que c'est toujours un peu galère pour que le médecin puisse ramener ça. Et puis, il y a le côté pharmacien au bureau, donc le pharmacien qui va enregistrer toute la vaccination, que ce soit via le formulaire ou via autre chose. Mais voilà, on va vraiment pousser à l'utilisation du formulaire parce que, comme Arnaud disait, c'est très, très facile. Il y a juste le numéro de lot à remplir et l'identité du vaccin, donc quel type de vaccin il a eu. Encoder les CNK au nom des patients, les registres des stocks qu'il faut bien tenir à jour, mais également les registres des non-conformités et les registres de commandes. Le registre des températures frigo, c'est aussi un critère qui est contrôlé lorsque la FMPS ou la VIC vient voilà, vérifier que tout se passe bien en officine pour la vaccination. Donc, ces registres de température frigo sont vraiment importants, en tout cas qu'ils soient bien remplis, et le fameux registre des non-conformités qui doit être rempli. Et alors, veillez à ce que chaque vendredi avant midi, vous communiquiez ce qu'il y a comme stock de vaccins dans votre officine
et commander les vaccins dont vous avez besoin pour la semaine qui vient via un formulaire Google Form, donc le fameux formulaire de la VIC que je vous ai présenté. Voilà, merci à tous pour votre attention. J'espère qu'on a pu répondre, du moins en partie, aux nombreuses questions qui ont été soulevées durant le webinaire de la VIC de la semaine passée et que voilà, ça va au moins éclaircir la situation et j'espère pouvoir vous stimuler à vous inscrire en tant que pharmacie vaccinatrice. Charline, j'ai peut-être quelques questions complémentaires puisque j'étais chargé de voir ce qu'il y avait dans le chat. Est-ce qu'on peut démarrer la séance questions-réponses? Pour moi, oui. Donc j'invite Arnaud et François à aussi répondre le cas échéant. Bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions sur les questions légitimes, hein, sur des équipes qui sont formées, qui sont inscrites, mais qui n'ont pas encore de nouvelles. Bon, ça, c'est un peu classique. Et quid entre le mail qu'on a reçu de la VIC pour dire que qu'on est pharmacie vaccinatrice et quand est-ce qu'on peut commencer à passer commande, quoi. Enfin, peut-être rappeler ce que tu as déjà très bien dit, à mon avis. Mais oui, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est en mon pouvoir. J'ai eu beaucoup de mails à ce sujet-là. C'est pas, enfin, voilà. Moi, je veux juste insister sur le fait que je ne suis pas la bonne personne à qui il faut s'adresser pour ça. C'est vraiment la VIC qui est responsable et donc je vous invite vraiment à envoyer tous vos mails et toutes vos demandes à l'adresse dont j'ai parlé, l'adresse vaccin.covid@avic.be. C'est eux vraiment qui vont pouvoir vous répondre quant à votre candidature. Et alors la marche à suivre, ben voilà, c'est de s'inscrire sur le listing APV et d'attendre ce fameux coup de téléphone qui vous dit que oui ou non, vous faites partie des pharmacies qui vaccinent. Une fois que vous avez reçu le mail avec le go de la VIC, alors à ce moment-là, vous pouvez passer commande. Mais sans ce mail, donc c'est-à-dire sans accès au formulaire de commande des vaccins, ben, impossible de commander des vaccins, donc impossible de vacciner. Parfait, merci. Il y a des questions sur des questions toutes simples, hein. Je suppose que les réponses sont évidentes, mais on a vu les exemples de registres formulaires in-out de manière digitale. Est-ce qu'on peut les faire manuellement? Je suppose que oui. Oui, hein, je disais, c'est vraiment personnalisable. Vous les tenez de manière écrite, c'est tout à fait possible aussi, hein. La FNPS demande un registre, qu'il soit écrit ou informatique, peu importe. Mais du moment qu'il y a un registre avec les informations qu'on a citées. OK. Il y a des questions sur le schéma vaccinal lorsqu'un patient se présente avec un schéma vaccinal incomplet. Donc, Oui. par exemple, reçu une seule dose de Pfizer, ou même des questions sur des gens qui auraient été vaccinés avec des vaccins hors Europe, genre Sputnik. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, dans ces cas-là, il y a une adresse mail. En fait, quand vous recevez l'accord de la VIC pour pouvoir vacciner, vous recevez tout un processus par mail. Et dans le processus par mail, il y a tout un tas d'adresses mail de contact. Et il y a notamment une adresse mail de contact pour le médecin de la VIC qui va, en fonction de la situation, pouvoir vous aiguiller vers « oui, ça équivaut à tel vaccin »,« non, vous ne pouvez pas le vacciner, vous devez le renvoyer vers un centre de vaccination », etc. Donc, il y a vraiment, je ne la connais plus par cœur, cette adresse mail, mais je peux me renseigner. Mais normalement, tout est bien décrit dans la procédure qui est envoyée par la VIC au tout début où le pharmacien vaccine. C'est une procédure que normalement Arnaud et François ont reçue aussi. Oui, on peut aussi dire que les médecins traitants peuvent le faire, hein. Donc, eux sont habilités en fait à reconnaître un vaccin qui ne serait pas reconnu par la Belgique. Nous, pas par contre, hein. Donc, nous, on ne peut absolument pas faire ça. Mais si le patient va chez son médecin traitant et qu'il peut prouver qu'il a été vacciné avec tel ou tel vaccin, à ce moment-là, le médecin traitant peut lui enregistrer dans Vaccinet le vaccin reçu à l'étranger. Nous, on n'a pas accès à Vaccinet pour enregistrer au nom du patient. Donc ça doit vraiment être passé par un médecin, en fait, ce genre de situation. Je vois la dernière question. Donc, pour être bien précis, ce webinaire sera visible par la suite. Donc, pas de stress là-dessus.
Le dernier message que je viens de recevoir, ça m'interpelle un peu. Donc, c'est quelqu'un qui dit « Bonjour, nous avons reçu un mail le 26 août que dans les 10 jours, nous recevrons les vaccins ainsi que le matériel, parce que c'est logique. Je pense qu'il y a une démarche du pharmacien qui doit commander. Nous avons fixé les dates pour commencer à vacciner cette fin de semaine, pensant être assez large pour nous préparer. Depuis, nous n'avons pas eu de confirmation de l'avis, c'est un peu bizarre. Voilà. Il y a 40 rendez-vous apparemment qui sont planifiés. Pouvons-nous commencer à vacciner en nous dépannant chez des confrères? C'est un peu… Ben, voilà. Ah, et là, normalement, ce n'est pas du tout permis d'aller se dépanner chez les confrères. Si la VIC a donné son accord, normalement, on doit pouvoir commander les vaccins. Si vous avez reçu le lien, le fameux lien vers le formulaire de commande, alors vous pouvez commander et vous recevrez les vaccins. Si vous n'avez pas reçu le lien, c'est qu'il y a un délai et c'est juste un délai administratif au niveau de la VIC qui ne savent pas encoder autant de pharmacies qu'ils le veulent parce qu'ils sont très réduits en personnel. Voilà, si vous n'avez pas reçu ce lien, vous ne savez pas commander. Et si vous ne savez pas commander, vous ne savez pas vacciner. Donc, je sais qu'il y a un délai d'attente entre ce que la VIC dit et ce qu'ils font, mais malheureusement, ce n'est pas dans nos prérogatives de pouvoir aider à ce niveau-là. C'est vraiment la VIC qui gère la disponibilité des vaccins. C'est avec eux qu'il faut voir. Je vous invite vraiment à utiliser cette adresse mail. Ils m'ont encore assuré ce matin qu'ils l'utilisaient à bon escient et qu'ils la répartissaient directement vers la bonne personne. Ok, merci Charline. Je te pose la question telle qu'elle a été écrite. Que faire si on a sur une matinée 1 ou 2 patients en primo-vaccination? Est-ce qu'on peut ouvrir le flacon ancien vaccin juste pour 2 patients? Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut administrer un booster et quel risque de le faire? Est-ce qu'on peut administrer un booster avec le… En primo-vaccination, en fait, c'est ça la question. Soit c'est un booster, soit c'est un primo-vaccination. Non, on ne peut pas donner de booster pour une primo-vaccination. Voilà. On est bien conscient qu'il y aura des déchets, hein, donc malheureusement, parce qu'on va peut-être avoir que 2 doses en primo-vaccination avec le vaccin d'origine et le reste, il faudra jeter. Ouais. Les infos de la VIC étaient assez claires à ce niveau-là, vu le nombre de vaccins qui périment dans les frigos au niveau central. Voilà, ils nous ont dit même pour une dose vous ouvrez, hein, parce que de toute façon ça va périmer. Donc les consignes étaient très claires à ce niveau-là. Super, c'est bien de le préciser. Charline, apparemment il y a des gens qui se posent des questions sur les variants, les souches de variants dans le nouveau vaccin. Est-ce qu'il y a d'autres nouveaux vaccins qui sont en cours de préparation? Tu as entendu ça au niveau de la VIC ou pas? Oui, Jean-Michel Donnier, on a parlé la semaine passée, hein, donc il y a d'autres nouveaux vaccins qui vont bientôt arriver. C'est des vaccins qui sont adaptés aux variants qui circulent pour l'instant, le BA4 et le BA5. Après, quand est-ce qu'ils vont arriver? Il n'a pas donné de délai, donc voilà, malheureusement, ça, je ne peux pas m'avancer à ce niveau-là, mais c'est sûr et certain que des vaccins adaptés vont arriver. Bien sûr. On a une question sur les assurances vaccination, donc est-ce que l'assurance personnelle, la RC professionnelle du pharmacien est automatiquement adaptée? Eh bien, écoutez, je me suis préparée à cette question. J'ai contacté mon courtier en assurance et qui a fait des pieds et des mains pour essayer de me trouver une assurance convenue pour la vaccination. Et c'était très compliqué. Alors, je ne sais pas si Arnaud ou François peuvent nous dire si eux ont pris une assurance spéciale. Alors, moi, je suis restée à mon assurance professionnelle classique. Oui, moi aussi, mais on avait reçu l'info que notre RC professionnel couvrait d'office la vaccination. À partir du moment où la loi autorisait le pharmacien à vacciner, les RC sont adaptés d'office, logiquement. Ouais, moi, perso, je suis chez Curalia pour ne pas faire de pub, mais je sais bien que c'était… On a même reçu un courrier comme quoi c'était couvert, quoi. Moi, je suis chez AMA et c'est la même chose exactement. Ouais. OK. Normalement, les assurances doivent couvrir les actes qui sont permis par la loi chez le pharmacien. Donc ici, a priori, ça devrait être clair. Mais c'est toujours bon de se renseigner, à mon avis, quand même, peut-être. OK. Une question pratique, c'est un couple qui part aux USA et doit avoir leur schéma de vaccination complet dans 4 semaines. Est-ce qu'on peut les vacciner 4e dose, même s'ils n'ont pas reçu leur convocation, car ils n'ont pas 50 ans? Tout à fait. Tout à fait. Absolument.
OK. Dans l'anamnèse, on a vu qu'il n'y avait plus de questions sur la prise d'anticoagulants. Enfin, la réponse est claire, mais peut-être vous pouvez rassurer là-dessus. Comme je pense que c'est François qui expliquait ça hein, par rapport aux anticoagulants. Bon, il n'a pas été démontré qu'il y avait un gros risque, mais je pense que l'avis médical est toujours utile. Et voilà, je pense que c'est toujours bien d'avoir l'avis d'un médecin là-dessus si on a des doutes. Non, je dirais plutôt au niveau des problèmes thrombotiques que je demande un avis médical. Mais au niveau des anticoagulants, vraiment, au niveau de la pratique que nous avons eue, il n'y a vraiment aucun problème. Simplement un pincement, un pansement et maintenir une pression peut-être un peu de quelques secondes supplémentaires après la vaccination. Mais on n'a vraiment rencontré aucun problème de ce côté-là. Et je crois que c'est un peu le retour général depuis le début de la vaccination Covid. Je viens de vérifier, en fait, dans la littérature, ils disent qu'il n'y a pas de contre-indication à la vaccination, même en intramusculaire, un patient sous anticoagulant, que les bénéfices dépassent les risques. Et ce qu'il faut faire, c'est comprimer l'endroit après la vaccination. Ils recommandent compression forte de 5 minutes. Maintenant, est-ce qu'il faut tenir 5 minutes? C'est peut-être le patient peut le faire lui-même. Le patient peut le faire, hein, oui. En tout cas, il n'y a pas eu assez de cas qui ont été rapportés pour que ça soit une contre-indication dans les études cliniques. Il y a eu pas mal de questions sur les ordonnances takeaway, donc je pense qu'on a déjà pas mal répondu. Mais est-ce qu'une ordonnance peut être papier ou est-ce que c'est digital aussi? Ou les deux? Les deux sont possibles. Ça me semble bien. Quand il y a une ordonnance avec 4, 5, 6 patients, je crois que tu l'as très bien dit, Charline, l'ordonnance de groupe. Enfin, peut-être le rappeler rapido, comme ça. Oui, c'est ça, l'ordonnance de groupe et alors la liste du patient qui accompagne. Et sur cette liste, nom, prénom et numéro NIS, hein, absolument. Et pour l'encodage, le pharmacien met chaque fois plusieurs CNV. L'encodage, c'est une ordonnance à chaque fois. Hein. Une ordonnance avec le nom du médecin qui a prescrit, un numéro d'ordonnance à chaque fois et le nom du patient. Donc, vous splittez les ordonnances, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. La question, c'est est-ce qu'on peut encore délivrer un vial entier de vaccins aux médecins généralistes et si oui, comment l'encoder dans le soft? Ah, ça, c'est la question piège. Alors, oui, c'est quelque chose qu'on peut encore faire. Pourquoi? Parce que le médecin n'a aucun autre moyen de se procurer des flacons. Mais tout ça doit se faire sous la responsabilité du pharmacien et aussi du médecin. Donc, il doit y avoir une preuve écrite. Alors, la preuve écrite, c'est quoi? C'est l'ordonnance. Donc, on conseille de faire le transfert de flacons via une ordonnance type trousse d'urgence. Donc, une ordonnance au nom du médecin. Et là, il ne faut pas remplir de patient, donc c'est un patient fictif puisque c'est une ordonnance type trousse où le médecin va noter, ben voilà, je viens commander 5 flacons de vaccin adapté BA1. De nouveau, les règles d'étiquetage sont exactement les mêmes que pour la seringue, donc bien noter le numéro de lot, la date de péremption et l'heure de péremption, tout en sachant que ce flacon, une fois que vous le sortez du frigo, il va tenir 12 heures. Okay, 12 heures à moins de 25 degrés. Donc, en aucun cas, le médecin, une fois qu'il a reçu le flacon, peut remettre le flacon entre 2 et 8 degrés chez lui dans son frigo parce que ce n'est pas un frigo qui est qualifié, ce n'est pas un frigo qui permet de contenir des médicaments comme nous, on a un frigo prévu à cet effet dans notre officine. Okay. Il y avait des questions. Oui, il n'y a plus d'honoraires pour ce genre de choses. Hein. Oui, faire très attention que vous n'avez aucun honoraire. Donc, le pharmacien peut le faire, mais il ne va rien gagner à pouvoir délivrer un flacon à un médecin. Oui. Donc, rappelez quand même que l'encodage de l'IFORM, ça fait tout. Hein, donc, ça enregistre sur Vaccinet, etc. Parce que certains en doutent encore. Donc... Non, c'est vraiment très important aussi pour le futur de la profession que ces données soient enregistrées sur Pharmaflux parce que ça va vraiment démontrer le pourcentage de vaccination qui est réalisé à l'officine. C'est vraiment important d'utiliser cet IFORM. Absolument. Pourquoi ne peut-on pas vacciner un non-assuré et lui faire payer le prix par exemple?
Pour C'est une bonne l'instant, question. c'est pas prévu. C'est une bonne question. Peut-être renvoyer ces gens-là vers les Oui. centres. D'office, il faut les renvoyer vers les centres, les non-assurés pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, hein, parce que c'est encore en discussion au niveau régional. À savoir qu'à Bruxelles, les non-assurés peuvent être vaccinés en officine et que c'est la région de Bruxelles qui finance la vaccination par les pharmaciens pour les personnes non assurées. C'est quelque chose qu'on vise aussi en Wallonie. On ne l'a pas encore obtenu. J'espère qu'on va pouvoir l'obtenir. Mais pour l'instant, les personnes non assurées sont renvoyées vers les centres de vaccination. OK. Il y avait des questions sur l'épipène qui étaient manquants. Apparemment, on s'est renseigné tout à l'heure. L'épipène reviendrait, sera à nouveau disponible chez les grossistes la semaine prochaine ou cette semaine déjà. C'est correct. Hein? Tout bénef pour les risques de réaction allergique. Maintenant, il faut savoir que depuis le début, il n'y a aucun problème de réaction et de choc anaphylactique. En centre de vaccination, la plupart des choses qu'on voyait, c'était souvent des petits malaises vagos au moment de la vaccination. Quand une personne a une convocation, enfin voilà, la question c'est doit-on tenir compte de la convocation et si oui, comment est-ce qu'on la renseigne quelque part? Alors, on la renseigne nulle part. Pour moi, en tout cas, la convocation, elle m'est utile principalement pour les 5e doses. Parce que juste maintenant, en fait, pour faire une 5e dose, on devait avoir un papier du médecin qui stipulait que le patient avait besoin d'une 5e dose. Mais depuis les convocations, en fait, on a eu l'info que la convocation tient compte de ça. Et donc, sur base de la convocation, on peut administrer une 5e dose sans papier du médecin. Et ça, pour nous, c'est vraiment intéressant. La convocation fait preuve de l'avis médical, quoi. Tout à fait. Il y avait une question, pardon. La convocation tient compte de l'historique du patient, de savoir s'il est immunodéprimé ou pas. Et tout ça fait qu'il a reçu une convocation ou pas, quoi. Mais les convocations sont parfois un peu trop rapides, puisqu'on est sur normalement 6 mois et les patients les reçoivent au 3e mois. Mais 6 mois, c'est un conseil, mais on peut le faire à partir de 3 mois, surtout pour les immunos. Hein. On est d'accord pour les immunos, mais pour les autres, c'est quand même mieux 6 mois. C'est la recommandation idéale. Et à 3 mois, ils reçoivent leur convocation. Donc là, peut-être mettre en garde. Et moi, je postpose en général la vaccination. Sauf pour les immunodéprimés, nous sommes bien d'accord. Alors, pour l'instant, la VIC a suspendu ses convocations parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'on était trop court, François. Donc, voilà, ils ont suspendu ce matin l'envoi des nouvelles convocations. Je suis bien d'accord parce que c'était trop court. Oui. Il y avait un pharmacien qui posait quelle est la solution la plus rapide pour vérifier le statut vaccinal, si on n'a pas d'infos. Arnaud. Mais moi, je le fais via mon soft, hein, donc c'est très facile. Je clique sur un lien et j'ai l'info. Maintenant, Charline, tu disais, ça a l'air assez. C'était pas le cas pour tout le monde, visiblement. Non, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà, ça va être disponible par Pharmaflux dans les jours qui viennent. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Donc, voilà. Pour la fin de cette semaine, via Pharmaflux, on va pouvoir consulter le statut vaccinal. C'est une très grande avancée parce que ça va permettre de ne plus passer par vaccinet. C'est ça. Statut vaccinet, il faut savoir que voilà, ça se déconnecte régulièrement, donc il faut se reconnecter à chaque fois avec It's.me. Donc voilà, c'est vrai. C'est pour ça que le pharmacien avait posé la question parce qu'il trouvait via vaccinet, c'était effectivement parfois long et compliqué. OK. Il y avait une question très pratique pour vous deux, c'est combien de temps vous consacrez par jour à la vaccination? Vous voulez savoir aujourd'hui? Par exemple, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai passé la journée quasi complète. Il y a quasi une personne qui n'a fait que ça. L'ouverture de la campagne, c'est juste incroyable. Le téléphone, on a 2 lignes téléphoniques, ça n'arrêtait pas dans tous les sens. On est complet déjà pour, je pense, presque 3 semaines. Voilà, on est en plein boom. Au début, c'était pas le cas. Au début, je m'y suis mis, je pense, 2 heures par jour. J'en prenais un toutes les 20 minutes. Mais là, maintenant, la demande est telle qu'on essaye de monter un peu en régime. Mais on fait ce qu'on peut. On ne sera jamais un centre, hein, c'est clair. François? Oui, on essaie un peu aussi de gérer. Donc, on a une personne pour les rendez-vous. J'essaye de grouper au maximum les rendez-vous avec un rendez-vous toutes les 10 minutes parce que j'ai une infrastructure qui permet de faire attendre les personnes plus longtemps. Et on a des plages horaires à peu près de, je dirais, 3 heures par jour réservées à la vaccination pour une personne. Mais je limite à 3 heures par jour. OK, merci.
Il y avait une question concrète, c'est quand on a vacciné et qu'on a rempli l'e-form, combien de temps est-ce qu'il faut pour que la personne soit affichée par rapport à son statut vaccinal complet? Le lendemain. Le lendemain, c'est bien ça. Maximum 48 heures. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la majorité des questions. Il y a beaucoup de questions qui sont venues après, mais je pense que des personnes qui se sont connectées assez tardivement et qui reposent des questions, notamment, mais enfin, peut-être qu'on pourra encore répondre à celle-là, qui est sans doute une question qui va encore se poser pour ceux qui n'ont pas assisté au webinaire, de le rappeler maintenant, c'est est-ce qu'on peut permettre à un infirmier de vacciner en pharmacie? Peut-être rappeler les recommandations, Charline, là-dessus, rapidement. Alors, il y a 2 conditions pour que cela se fasse au niveau légal. C'est d'abord de demander au préalable un accord de l'ordre des pharmaciens, parce que normalement, personne ne peut disposer de vos locaux, sauf en cas de campagne de santé publique, ce qui est le cas ici. Ça fait partie d'une exception à l'article 81 du Code de déontologie des pharmaciens. Première condition. Deuxième condition, je l'ai bien montré dans mes slides, il n'y a que le médecin qui peut déléguer l'acte de vaccination. En aucun cas, le pharmacien ne peut déléguer cet acte. Ce qui fait qu'un infirmier peut vacciner, oui, mais toujours avec un ordre signé, donc une ordonnance ou un ordre signé du médecin. Et donc, c'est assez compliqué à mettre en œuvre pour l'instant. Alors, peut-être que les fédérations des infirmiers vont pouvoir simplifier cela au niveau de l'INAMI et au niveau de la FMPS. C'est encore des choses qui doivent être mises au point et discutées au niveau fédéral. Mais pour l'instant, les conditions sont telles que ce n'est pas facilement facile à mettre en œuvre, en tout cas au sein de votre officine. Okay. Il y a peut-être encore une question assez pratique, c'est pour quand vous faites vos commandes, vous commandez pour combien de temps en estimation? Enfin, je suppose pour couvrir la semaine. Enfin... Le problème, c'est que normalement, les commandes étaient assez décalées, donc on devait couvrir la semaine d'après. Ici, par exemple, aujourd'hui, on parlait tantôt de livraison. Ma commande de vendredi vient de m'être livrée ce soir. Donc, apparemment, ça accélère un petit peu. Donc, ça va permettre une gestion un peu plus à flux tendu parce que ça évitera aussi certains gaspillages. Il faut quand même gérer ça correctement et donc ne pas surcommander, quoi. Mais on doit prévoir la semaine suivante, pas la semaine. Donc, il y a un laps de temps de 10 jours, quoi. Super. Voilà, Charline, Arnaud et François, merci infiniment. Comme on le dit, c'est un webinaire qui était super clair. Merci beaucoup pour votre implication. Il y a des questions plus politiques sur lesquelles ce n'est pas le rôle de la SSPF de répondre, donc je vous invite dans ces cas-là à contacter votre union professionnelle et vos représentants professionnels voilà, sur le montant de l'honoraire ou sur le fait de pourquoi une pharmacie n'est pas ouverte plutôt qu'une autre. Voilà, ça dépasse nos compétences. Ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est de vous aider au maximum pour vous lancer dans la vaccination. Voilà, je vous remercie. Je rappelle que ce webinaire est enregistré, qui sera disponible via le site de la SSPF. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup.